Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 12 décembre et en ce 12 décembre, je vais accueillir une édition. Je vais accueillir les éditions Issemtio qui va donc vous présenter, elle va donc vous présenter un de ces romans de cette maison d'édition. C'est une maison d'édition que j'ai découvert justement avec Agravel ou L'Envers du Temps de Maxime Herbeau. Je trouve que c'est une maison d'édition très intéressante, qui a de très jolies couvertures, qui a vraiment des romans extrêmement intéressants, un petit peu variés, que ce soit de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, un petit peu de thriller aussi. C'est extrêmement varié, il y a beaucoup de choses très intéressantes, c'est vrai que les couvertures sont très engageantes. Là en ce moment, elle fait des magnifiques packs au fait de Noël, donc que ce soit 2 romans, voire des plus gros packs avec au moins 4 romans, à des prix extrêmement avantageux avec des réductions au moins de 10 à 20 euros. Donc je vous invite à aller voir leur site aux éditions Issemtio. Je vous mets le lien de sa page Instagram en barre d'infos. Et vraiment, je vous invite à aller découvrir cette maison d'édition si vous ne les connaissez pas encore. Moi, il y a extrêmement beaucoup de titres qui m'intéressent chez eux, dont les 2 titres qui sont d'ailleurs dans les 25 du PLIB, que ce soit Outsphere ou Eden Island. Je pense que je vais me laisser tenter par un petit pack de Noël parce que vraiment, je suis extrêmement intéressé. Donc en fin de cette vidéo, vous allez donc retrouver une petite chronique des éditions Issemtio. Et avant ça, moi je voulais faire un petit bilan justement des éditeurs. C'est vrai que je n'ai pas encore la démarche de contacter les éditeurs pour qu'ils puissent m'envoyer peut-être des services presse pour les chroniquer derrière. Parce que j'ai peut-être pas forcément envie de m'enfermer là-dedans. J'ai envie de rester assez libre de mes choix de lecture, de me dire que... Parce que j'ai pas envie de me sentir contraint en fait. J'accepte certaines envois, si des auteurs me contactent pour que je lise leur roman, je l'accepte bien entendu parce que je ne vais pas faire le difficile, on me propose d'envoyer son roman, je l'accepte avec grande joie et grand plaisir, bien au contraire c'est absolument flatteur et je l'accepte, mais c'est vrai que je ne vais pas faire moi la démarche forcément de contacter les éditeurs, même si par exemple, il y a un éditeur par exemple, je sais que son livre je vais l'acheter, je vais le lire. Peut-être que j'aurais pu contacter pour qu'il me l'envoie, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas forcément envie de rentrer dans cette démarche-là. Peut-être parce qu'aussi je me sens pas encore assez légitime pour en faire la démarche, bien évidemment. Donc voilà, je peux pas savoir comment réagiraient les éditeurs. Néanmoins, quand je partage, je vois les réactions, les retours qu'il peut y avoir, et j'avoue que voilà, Issemtio, c'est des éditeurs qui réagissent toujours, qui commentent et qui partagent parfois aussi les stories, les publications qu'on peut faire sur le roman. Édition Inis aussi, j'aime beaucoup. Il y a un vrai contact avec eux, on peut échanger avec eux. Ils ont une belle édition éditoriale aussi, une ligne éditoriale qui est très intéressante. Beaucoup d'adaptations donc de romans un petit peu japonais, voilà, qui sont très beaux. Les couvertures sont magnifiques. Donc les éditions Inis à suivre. Il y a également aussi une collection de beaux livres qui sont aussi très bien faits. Donc c'est des éditeurs, moi qui me plaît bien à suivre. C'est vrai qu'encore une fois, le PLIB, le prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Apps, a permis de découvrir beaucoup d'éditeurs intéressants. Les éditions Gulfstream aussi, c'est des éditeurs que je suis énormément leurs éditions. Je trouve qu'ils sont très accessibles et à chaque fois, ils me proposent des éditions qui me plaisent beaucoup. Il y a beaucoup de livres chez eux qui m'intéressent, donc c'est des éditeurs que je suis. Rouergue Epic, ça reste toujours ça une référence. Je suis à chaque fois toujours leur dernière nouveauté. Il me reste encore quelques livres d'ailleurs à lire chez eux. Et c'est vrai que c'est des éditeurs. En général, il y a rarement de fausses notes. On n'est jamais rarement déçu. Donc voilà, c'est des plus éditeurs un peu plus petits que les grosses machines, genre PKJ, Hachette, qui je trouve sortent leur épingle et qui sont actifs sur les réseaux sociaux et qui vont pouvoir avoir un échange avec eux. C'est toujours très intéressant. Les éditions du Chat Noir, c'est pas forcément un éditeur parce que leur ligne éditoriale, c'est pas forcément toujours ce que moi j'aime lire. Parce qu'on est un petit peu plus dans quelque chose d'un petit peu plus horrifique ou un peu plus fantastique, mais qui me parle un peu moins. Mais par contre, ils ont une ligne éditoriale au niveau graphisme qui est absolument magnifique, j'aime beaucoup. Euh, Petit mot sur Magic Mirror. Magic Mirror, voilà, j'ai essayé de les contacter pour faire un live avec eux. Voilà, ça n'a pas trop mené. J'ai eu la chance de quand même d'avoir Nina Gorlier qui a très bien animé et qui a pu présenter pas mal de leur œuvre. Je trouve qu'ils ont une belle ligne éditoriale qui fait de la revisite de contes. Il y a certains bouquins que j'ai lus chez eux qui sont extrêmement bons. Mais alors par contre, je trouve que pour une petite maison édition, la communication, c'est quand même compliqué. Parce que si tu veux faire quand même quelque chose en place avec eux,
ben, c'est mort. Et je trouve ça vraiment, pour le coup, un manque de respect. Pour moi, clairement, là, on est dans un manque de respect. J'ai même voulu carrément, j'avais essayé, mais ça remonte encore peut-être à un an, avec le libraire de chez moi, j'avais voulu essayer de faire monter quelque chose, un projet avec Magic Mirror pour mettre parce que leurs bouquins ne sont pas diffusés. Donc je voulais qu'ils fassent une devanture sur Magic Mirror, donc je voulais vraiment les mettre en avant dans ma ville. Et ça n'a pas abouti, ça a complètement... parce qu'il y avait une barrière de communication, donc ça ne répond pas. Et je l'ai vu là même moi, parce que du coup par rapport à un live que je faisais sur la revisite de compte, je trouvais ça intéressant peut-être d'avoir une intervention. On n'a quasiment pas de réponse, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. C'est vraiment... je veux bien croire qu'on est très occupé. Mais alors à un moment donné, en fait, tu as une maison d'édition, si tu veux qu'elle fonctionne, elle a l'air de fonctionner, elle n'a pas besoin de moi pour que ça fonctionne, ça c'est sûr. Mais je trouve que le relationnel c'est quand même important. Je pense qu'on est quand même, ils sont bien contents qu'on va lire leurs bouquins et qu'on va diffuser. Je pense que la moindre des choses, c'est quand même de suivre un peu le truc et au moins de répondre. Au moins, je trouve que c'est le minimum. Et voilà, ça fait partie de toute une sphère, moi qui me dérange de toute façon sur les réseaux sociaux. Voilà, je vois des gens, je fais un aparté complètement, mais je vois des gens idolâtrer royalement, des gens qui ont plein d'abonnés sur YouTube, etc. Alors on va peut-être dire que c'est de la jalousie de ma part, mais en fait ces gens-là, tu vas aller les commenter, tu vas aller leur commenter leurs vidéos, etc. Ils ne prennent même pas le temps de te répondre. Je trouve que ces gens ne méritent même pas qu'on leur porte de l'attention. Vraiment, voilà, chacun pensera ce qu'il veut. Pourra me décrier, vous pouvez, si vous voulez me décrier ce que je dis, mais à un moment donné, on est tous au même niveau, on est tous des personnes. Il n'y a pas de raison de se la péter plus que ça. Je pense qu'à un moment donné, s'ils en sont là, c'est parce qu'il y a des gens qui les suivent, il y a des gens qui les regardent. Donc à un moment donné, ne snob pas en fait les gens qui te regardent et les gens qui te portent de l'intérêt. Voilà. C'était mon petit aparté, mais voilà, de toute façon, je voulais surtout parler éditeurs. Donc voilà, les éditions Inis, les éditions Goofstream, les éditions Esimpio et puis les éditions Rouergue. Voilà, c'est 4 petits éditeurs que j'aime beaucoup suivre ce qu'ils font et j'aime beaucoup leur présentation. Donc tout de suite, je vous laisse avec justement les éditions Emptio pour qu'ils vous présentent une de leurs dernières nouveautés. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans les lectures inceptionnelles d'Ophélie. Il s'agit d'Eden Island d'Anna Clistel, c'est le tome 1, Le secret d'une duologie. J'espère que vous êtes prêts pour découvrir cette pépite. C'est parti. Donc je vous parle de l'histoire d'Eden Island. Donc on va être sur une dystopie. Donc voilà, vous allez bien comprendre forcément que tout va se passer sur cet archipel d'Eden Island. Tout simplement, on va suivre une jeune fille, Analia, qui donc habite sur cet archipel. Donc il faut savoir que à l'époque où on va se trouver, voilà, vous avez Eden Island qui est une île paradisiaque, hein, l'utopie par excellence, protégée, voilà, où à l'intérieur tout se passe bien, tout est beau et tout est rose. Et voilà, avec la montée des eaux, en fait, ça a fait que les continents ont quasiment tous disparu et que cela reste maintenant des petites îles par ici par là qui sont arides et où la vie est extrêmement pénible. Voilà, il y a surtout les populations qui habitent sur ces petits îlots là et c'est tant bien que mal de survivre. Donc voilà, on va avoir ce contraste, vous allez me dire une dystopie assez classique là-dessus. Ce qui va vraiment jouer dans le récit, ça va être l'originalité de l'univers que Anna a apporté à l'histoire. Donc voilà, Analia, jeune fille toute pétillante, voilà, qui fait tout bien. Il faut savoir que sur cet archipel, pour que tout se passe bien, chaque habitant, à partir d'un certain âge, a un bracelet avec 10 barres. Et en fait, à chaque fois que vous faites des choses bien, vous gagnez des bâtons verts. Quand vous faites des choses mal, ce sont les petits traits rouges qui arrivent. Mais voilà, c'est ce qui permet l'utopie parfaite d'Eden Island. Chacun s'y plie, c'est rentré dans les mœurs, chacun sait exactement comment il doit vivre, ce qu'il doit faire, être bon pour la communauté pour que tout se passe bien. Seulement voilà, ça reste très restreint, les populations démunies à l'extérieur voilà, ne peuvent pas rentrer dans Eden Island, ils ont des ressources mais pas inépuisables, et en fait c'est comme ça que l'archipel d'Eden Island survit. Donc on va suivre voilà toute cette partie où on voit les gens qui sont voilà extrêmement bien, et nous allons suivre aussi Aylan, donc qui est un jeune homme qui lui habite sur un petit îlot qui voilà, qui est ravagé par la pauvreté. Donc avec tout son village, c'est plus de la survie qu'autre chose. Et en fait, la petite subtilité, c'est que certaines personnes peuvent accéder à Eden Island s'ils sont repérés pour des talents qu'ils ont. Voilà, donc il y a en fait comme des sortes de recruteurs. Et voilà, donc c'est la seule petite chance que certains humains peuvent avoir pour regagner cet archipel utopique.
Donc en fait, Aylan est un jeune homme qui adore le surf. Vous allez voir la petite particularité, c'est que c'est pas du surf normal. C'est ça qui est extrêmement bien dans l'univers d'Anna Questel, c'est que c'est un monde futuriste, plein de choses bizarres. Enfin moi j'ai adoré. Et donc en fait voilà, il va être repéré pour ses talents de surf et du coup on va lui demander s'il souhaite lui aussi venir habiter à Eden Island, en fait voilà, pour divertir la population. Vous allez voir qu'il y a des compétitions un petit peu comme nous hein, dans le monde réel. Vous allez voir que Aylan, on pourrait croire qu'il rêverait d'aller sur l'archipel d'Eden Island, mais voilà, pour lui c'est se plier aux règles. Cette histoire de bracelet lui ôte toute liberté et il n'a jamais vécu comme ça. Donc dans un premier temps, il va être vraiment très réfractaire. Après, on va lui faire un petit peu de chantage. Voilà, on va lui dire que si jamais il décide d'aller sur cet archipel, voilà, ils pourront, les membres d'Eden Island pourront venir en aide à sa famille qui devra rester elle sur le petit îlot. Donc il va beaucoup réfléchir. Vous allez voir qu'il y a des faits dans sa famille qui vont faire que finalement il ne va pas avoir trop le choix. Et donc il va décider de se rendre sur Eden Island, mais avec une idée bien en tête, c'est-à-dire de ne pas y rester très longtemps et surtout de revenir le plus vite possible chez lui. Donc du coup, il va être accueilli par une famille et vous allez voir que là va commencer cette rencontre entre Analia et Aylan, pardon. Et du coup, voilà, on va voir une genre d'amitié qui va démarrer, mais toujours très compliquée puisque Analia est complètement dans son truc utopique et on va voir le contraste avec Aylan qui ne comprend pas comment on peut être voué à une communauté pareille. Elle essaie de l'ouvrir un petit peu les yeux, mais pour elle, tout est parfait. Seulement, c'est utopique. Et là, voilà, on va commencer à se rendre compte qu'il y a des choses étranges qui vont se passer. Déjà, le fait que Eden Island soit complètement réfractaire à toute cette population extérieure qui vit dans la pauvreté. Déjà, Analia a énormément de mal à accepter ça. Et en fait, voilà, elle va se rendre compte que tout ce qu'on lui a toujours dit n'était peut-être pas forcément comme ça. Vous allez voir, il va y avoir plein de faits qui vont se passer. Et du coup voilà, va s'en suivre plein de questionnements. Les jeunes vont vouloir absolument trouver le pourquoi du comment. Il va y avoir voilà un grand-père qui va arriver, qui va aider beaucoup. Vous allez voir que les personnages, que ce soit les personnages principaux ou secondaires, sont extrêmement importants. Tout est extrêmement bien tourné et c'est ce que je vous disais, l'univers est hyper intéressant, plein d'originalité. Alors je vais pas vous en dire plus parce que j'ai adoré le lire pour la première fois, mais vous allez voir qu'ils ont une manière de faire des agrandissements dans leur maison qui est juste fantastique. Tout change, la nourriture, le mobilier, leur façon de vivre. En fait, il y a des hologrammes. Enfin, vous allez voir, c'est juste fantastique. Je vous en dis pas plus parce que voilà, l'histoire commence ici. Comme on dit, il n'y a qu'un pas entre le rêve et le cauchemar. Donc je vous laisse découvrir Eden Island.